Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre débat économique hebdomadaire. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Les transferts sociaux ont atteint plus de 1600 milliards de dinars en 2017. Les transferts sociaux, c'est cet argent que l'État dépense pour que l'on puisse acheter des produits de large consommation pour moins que leur valeur, pour se loger, se faire soigner notamment de manière décente, pour payer l'énergie pour moins que son prix réel. Les transferts sociaux, c'est 23% du budget et 9% du prix intérieur brut en 2016 et en 2017. Cela fait quelques années, les pouvoirs publics disent qu'il n'est plus possible de continuer de verser autant d'argent à tous les Algériens, qu'ils soient riches ou pauvres. Un ciblage des subventions est amorcé, du moins l'idée de cibler les subventions a été amorcée en 2015. À ce jour, rien de concret n'est encore annoncé par les pouvoirs publics, mais l'on sent quand même que quelque chose serait en train de se préparer. Une solution a été d'ailleurs annoncée par l'ancien ministre du Commerce, celle qui consistait à dire on accorde des chèques aux familles nécessiteuses. Ce soir, nous faisons un débat d'experts pour expliquer les différents scénarios techniquement possibles et faisables pour amorcer une future levée des subventions si tant est l'État décidait de le faire, tout en protégeant bien sûr les franges fragiles de la société. Pour faire ce débat, nous avons invité avec nous M. Abdelkarim Boudra. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Nebni, économiste et notamment chef d'entreprise. Monsieur professeur Mohamed Cherif Belmiho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant universitaire en management et en économie. Merci d'être avec nous. Monsieur Omar Bouazouni, bonsoir. Vous venez du CNES, le Conseil national économique et social, et vous êtes directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse au sein du CNES. Et nous avons le plaisir de recevoir M. Abdelhak Beki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et économiste. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer ce débat qui porte donc sur les pistes de comment amorcer une opération de levée des subventions, nous allons tout d'abord planter le décor sur le plan macroéconomique. Pourquoi aujourd'hui est-il important et nécessaire de parler, de revoir la politique de subvention? Je vous propose de suivre ce commentaire réalisé par Youssef Dhili qui parle notamment de la condition de l'économie algérienne à l'ombre de la production monétaire récemment décidée par les pouvoirs publics. Youssef Dhili. Au début du mois de mars de 2018, la Banque d'Algérie annonce une création monétaire non conventionnelle de l'ordre de 2185 milliards de dinars au 30 novembre 2017. Cette information, publiée dans le journal officiel, fera souffler un vent de panique sur les institutions monétaires du pays. Cette création monétaire énorme, équivalente à 19 milliards de dollars, fera réagir certains experts qui ont rapidement conclu à un dérapage dans le recours à la planche à billets. Quelques jours plus tard, le gouvernement tente de rassurer en annonçant une totale transparence concernant le recours au financement non conventionnel. Régulièrement, des statistiques financières concernant le recours à ce financement seront publiées au journal officiel. Mais à quoi ont servi les 2185 milliards de dinars représentant la création monétaire au 30 novembre 2017. De ce total, seuls 570 milliards de dinars ont été utilisés pour combler le déficit budgétaire de l'année 2017. Le reste du montant, soit plus de 75%, ont servi à éponger les dettes de l'État auprès de Sonatrach, Sonelgaz, l'entreprise chargée de l'approvisionnement en eau potable et la caisse des retraites. Cette forte demande au financement non conventionnel nous ramène à parler du soutien indirect des prix des carburants, de l'électricité et du gaz naturel. En 2013, les subventions de ces trois produits énergétiques dépassaient les 2000 milliards de dinars. À ce montant s'additionne le soutien des prix de l'eau, qu'ils soient potables ou destinés à l'agriculture. À cela s'ajoute un budget consistant destiné aux transferts sociaux. Dans la loi de finances de 2018, une enveloppe de l'ordre de 1760 milliards de dinars est destinée au soutien aux familles, à l'habitat, à la santé et aux subventions des produits de première nécessité, à savoir les céréales, le lait, le sucre et les huiles alimentaires. C'est durant les années où le baril de pétrole dépassait les $100, le gouvernement n'a prouvé aucune difficulté à trouver les fonds pour financer la généreuse politique de soutien et de subvention d'une multitude de produits de base et énergétiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour ceux qui remettent en cause ce choix, il est inconcevable que cette politique sociale profite autant aux pauvres qu'aux riches. Plus en plus, des voix s'élèvent pour dire que les aides et les subventions doivent être ciblées et ne profiter qu'aux couches ayant de modestes revenus. En tout cas,
L'Algérie n'a plus de moyens pour financer son développement en continuant à construire des écoles, des universités, des logements, des routes et des stations de dessalement d'eau de mer, tout en mobilisant des milliers de milliards de dinars pour soutenir les prix au profit de tous. La rationalisation de la dépense publique est devenue donc inévitable par cette conjoncture financière défavorable avec un baril à $60. Alors voici donc pour un compte rendu qui nous met de plein pied dans le sujet qui consiste à dire comment va-t-on amorcer une éventuelle réforme de la politique de subvention de l'État. Alors une première question, et on fait un tour de table avec vous messieurs. On a parlé d'urgence. Alors l'urgence, elle peut être liée à la crise financière vécue aujourd'hui. Elle peut être également liée, comme on l'a vu dans ce commentaire, à la production monétaire qui, elle, amène les équilibres macroéconomiques à être déséquilibrés. Aujourd'hui, cette réforme est-elle plus, plus urgente, sachant que l'État a produit de l'argent? On commence avec vous, monsieur. Oui, écoutez, la question des subventions, ce n'est pas spécifique à l'Algérie. Tous les États dans le monde subventionnent. Donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à l'Algérie. C'est dans le cadre de la solidarité nationale, c'est dans le cadre de la cohésion sociale d'un pays, d'une nation, que l'État intervient pour établir un certain nombre d'ajustements nécessaires pour la cohésion sociale d'un pays. Ce qui peut poser problème, et d'ailleurs pourquoi on débat aujourd'hui, c'est parce que les capacités de financement deviennent plus rares. Et donc la question a été détournée de sa véritable nature. Quel est le statut des subventions et des transferts sociaux dans une économie, dans un pays, dans une société, vers un problème purement comptable. Aujourd'hui, on discute comptable. Tel montant, est-ce que le budget de l'État va pouvoir le supporter ou pas? Parce que notre capacité d'augmenter nos ressources budgétaires sont limitées. C'est ça qui pose le problème. Ce n'est pas les subventions. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les pays du monde subventionnent à des degrés variables, bien sûr. C'est les différents déficits que nous enregistrons depuis quelques années déjà. Oui, absolument. Donc, je pense qu'il n'y a pas urgence. Sur le plan comptable, oui. Et la preuve, on est en train d'utiliser la planche à billets pour financer en partie le budget de l'État avec cette planche à billets, mais pas uniquement. Donc, il y a alors qu'en principe, cette planche à billets, comme vous le dites, cette production monétaire, elle n'est pas censée servir à payer des subventions. On est d'accord, elle est censée... Absolument, oui. Dans une logique économique pure, elle est censée aller à l'investissement productif. Mais il faut dire que dans la loi qui a amendé la loi sur la monnaie et le crédit, on a prévu dans la loi 3 destinations pour ce financement non conventionnel. D'abord, le remboursement de la dette de l'État, surtout son Eltrac et son Elgaz. Heureusement que ce sont des entreprises publiques à qui on a demandé de laisser leur argent dans les banques, ce qui a permis justement d'avoir une liquidité. Deuxième destination, c'est le déficit budgétaire. Une partie du déficit budgétaire est financée par cette planche à billets. Et la troisième, c'est de doter le FNI, le Fonds national d'investissement, pour qu'il puisse intervenir dans l'investissement public et privé. Donc, si vous voulez, la question des subventions, qui est très importante dans la construction d'un État, dans la cohésion sociale, est devenue, à la cause de la crise, une question comptable. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose la question, on ne peut pas augmenter les ressources, donc on va réduire les subventions. C'est comme ça qu'on a procédé. Et là, c'est la notion comptable, hein, comme vous l'avez dit. Ah oui, c'est comptable. Maintenant, comment, pour équilibrer, on ne peut pas augmenter les ressources, donc on va aller vers l'autre côté de la balance, réduire la dépense publique destinée aux subventions. Vous avez bien fait dans votre exposé introductif de distinguer subventions de transferts sociaux. Ce sont deux choses différentes, mais que malheureusement en Algérie, on est dans une confusion totale. Abdelkrim Boudra. Je compléterai ce qu'a dit Sibel Mihoub. J'aimerais bien comprendre un peu plus ce qu'il a dit pour pouvoir réagir. C'est-à-dire le collectif Nebni, on considère que c'est une question urgente. Urgente parce que nous sommes sur des tendances de déséquilibre financier liées au fait qu'on reste un produit qui est fortement dépendant de la rente des hydrocarbures et qu'on n'a pas su diversifier
notre économie et par conséquent, nous sommes tributaires de ce prix du baril. Donc tous les équilibres financiers sont liés à ça. Nous avons une tendance baissière installée dans le temps qui a mis à mal un peu nos équilibres financiers. Donc le premier point, il est effectivement d'ordre d'équilibre de nos comptes. Mais la question des subventions, on va essayer de l'expliquer, est loin d'être une question comptable. C'est une question d'abord de politique. C'est-à-dire les Algériens doivent délibérer ensemble qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur argent. Est-ce que l'Algérien, le citoyen lambda, accepte de payer de l'argent, donc l'argent du contribuable, même si on considère qu'il n'est pas contribuable, c'est la rente des hydrocarbures, mais il appartient aux Algériens. Est-ce qu'il accepte de donner, pour le cas des carburants, aux personnes les plus riches qui consomment 6 fois plus que les gens aux revenus faibles? Un Algérien qui n'a pas de voiture, pour qu'il consomme la même partie des subventions que les riches, il doit manger 9 pains et consommer 5 litres de lait par jour par individu pour pouvoir atteindre les mêmes niveaux. Donc il y a un problème d'équité, il y a un problème de gaspillage. Les subventions ont produit des comportements de gaspillage, de corruption, de fraude aux frontières, et nous devons, en tant qu'Algériens, discuter. Est-ce qu'on a envie de continuer à mettre autant d'argent? C'est beaucoup d'argent. Nous parlons de 13 à 14% du PIB qui est consacré à ça, entre subventions explicites et implicites. Mais on ne devrait pas faire l'erreur de considérer que ce qui est implicite. Vous voulez dire, Abdelkrim Boudra, que même avec un baril à $100, il aurait fallu à un moment donné s'arrêter et dire ce n'est pas de cette façon que ça doit fonctionner, que l'argent ne doit pas être distribué de manière à tout azimut. Les Algériens doivent discuter de cette question, c'est-à-dire où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on met 22 milliards de dollars. Nous sommes en train de consacrer les derniers chiffres qu'on a de 2015, publiés en 2016, parlent de 22-23 milliards de dollars qui sont consacrés aux subventions. C'est le budget de la santé, de l'agriculture et de l'éducation réunis. C'est-à-dire, chers Algériens, nous sommes en train de consacrer l'équivalent du budget de ces 3 ministères aux subventions. Est-ce que nous voulons continuer à le faire en provoquant des comportements inéquitables? 6 fois le quintile, les Algériens les plus riches consomment 6 fois plus de carburant que les familles qui sont les moins dotées. Pour pouvoir équilibrer ça, c'est juste pas possible. Est-ce que nous voulons continuer à le faire? Est-ce que nous voulons continuer à le faire? Et surtout, vous avez émis l'idée de demander aux Algériens. Aujourd'hui, les Algériens, on ne leur a jamais rien demandé. C'est une volonté des pouvoirs publics que de distribuer de manière égalitaire la rente. Les effets néfastes aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les effets néfastes de ces subventions tout azimut dépassent finalement le côté vertueux? Permettez-moi juste de dire, en fait, on voit maintenant les effets néfastes parce que nous sommes devant une crise. Mais j'ai souvenir d'avoir agité cette idée justement dans ce studio, il y a déjà une dizaine d'années. La question n'est pas de dire il y a des déséquilibres économiques, donc il faut cibler ces subventions, mais la question est de savoir quel est le modèle d'égalité sociale qu'on veut avoir. C'est-à-dire que ça pose un problème d'abord d'orientation politique. Or, il me semble qu'aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, on a ciblé la question des subventions sans parler des autres subventions ou des aides parallèles qu'on donne à d'autres secteurs. Si on fait une analyse globale, on va s'apercevoir qu'en 15 ans, l'État a donné beaucoup au secteur de l'entreprise, 2 fois plus, même 3 fois plus que le secteur social. Notamment les EPE. Voilà, et que par conséquent, nous sommes l'un des pays les plus inégalitaires au monde en ce qui concerne les revenus. C'est-à-dire que si on prend toutes les statistiques qui existent actuellement, y compris, on s'aperçoit, le modèle... C'est un pays très égalitaire. Non, attendez, par rapport aux revenus, non, pas du tout. Par rapport aux revenus, pas du tout. Non. Alors essayez d'expliquer en quoi il n'est pas égalitaire. Parce qu'en fait, il y a par exemple, je vous donne un exemple, si on dit il y a de l'égalité, le ministère des Finances lui-même considère qu'il y a 3 millions de ménages
qui sont exonérés d'impôts. Pour quelle raison? Parce qu'ils touchent moins de 10 000 dinars par mois. D'accord? Donc, nous voyons déjà les inégalités au niveau des salaires, elles sont assez importantes, ne serait-ce qu'à l'intérieur du gouvernement par rapport à la société. Donc, il y a des inégalités énormes. Vous voulez dire que l'État est au courant qu'il y a des familles qui touchent moins que le SMIC, c'est bien ça? Moins que le SMIC et moins que... C'est le plafond, c'est-à-dire c'est le revenu minimum. On est en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, il y a un problème là-dessus. Qui se pose d'abord. Il y a le fait que si on considère le ministère des Finances, il y a en plus des contradictions entre le ministère des Finances et l'Office national des statistiques, c'est que le ministère des Finances considère qu'il n'y a que 3 millions de ménages qui sont exonérés d'impôts parce qu'ils touchent 10 000 dinars par mois, moins de 10 000 dinars par mois, mais l'Office national de statistiques considère qu'il y a 5 millions. Si on met 2 ou 3 personnes en plus du monsieur ou de la dame qui travaille, il est évident, on est à entre 9 et 15 millions de pauvres dans notre pays, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui simplement on en parle. On en parle parce qu'il y a une crise économique et qu'on veut gagner de l'argent quelque part pour financer d'autres choses. Mais il y a également une orientation politique, c'est-à-dire que on veut aujourd'hui, comme on l'a fait dans les années 80, déstructurer l'économie algérienne pour l'orienter un peu plus vers le libéralisme. Alors que nous voyons des pays... Vous considérez que la levée des subventions peut être assimilée à une libéralisation, à une hyper-libéralisation du marché, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est comment on va la faire. Si on va la cibler, oui. Est-ce que les autres n'ont pas le droit également par exemple, c'est contradictoire que dans des pays aussi développés que la Suisse ou même la France, parlent du revenu universel et veulent introduire le revenu universel et que nous voulons baisser justement ce qui peut être plus ou moins apparenté à un revenu universel. Alors, donc il y a une contradiction au niveau économique. D'autant plus que la question du revenu universel n'est pas une théorie de gauche. C'est une théorie, Adam Smith le premier en a parlé, d'accord, mais même Milton Friedman, le monétariste, avait fait de cela ce qu'on appelle l'impôt négatif, c'est-à-dire qu'on redistribue la charge fiscale qu'a subi le citoyen, on la redistribue d'une manière ou d'une autre, soit par des ajustements fiscaux, soit... Selon vous, si je devais résumer, et permettez-moi de résumer, ça serait que arrêter ou cesser les subventions serait criminel pour quelques 5 ou 3 millions d'Algériens qui touchent moins de... Alors, je vais vous redonner la parole à ce sujet-là, et puisque nous avons un représentant du CNES, c'est un travail sur lequel le CNES, et notamment le CREAD, puisque vous êtes également issu du CREAD, a planché dessus. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui sur cette population fragile en Algérie? Est-ce qu'elle est comptabilisée avec exactitude? Non, parler d'exactitude pour une population, c'est un petit peu précoce sur ce plateau-là. Cependant, j'ai envie juste de revenir sur certains éléments. Donc la donnée existe-t-elle? Elle existe, mais cependant, vu qu'il y a une dynamique d'entrée et de sortie dans ce monde qu'on peut appeler entre des guillemets pauvreté, vous pouvez être pauvre le matin, l'après-midi vous ne l'êtes plus, parce que nous avons un seuil de pauvreté qui est calculé monétairement. Il suffit que durant la journée, vous avez un poste de travail, que vous dépassez ce seuil de pauvreté. Là, quand même, il y a une sensibilité autour de ça. Mais permettez-moi juste de revenir sur cet aspect de subvention, parce que quand même, c'est un sujet d'actualité. Oui. Il faut le positionner dans son contexte historique et de voir ses effets, qu'est-ce qu'il a produit dans le temps. Il faut dire que ce système-là de subvention, il tire ses racines un petit peu très loin, remonter jusqu'à la guerre de libération, où il y avait un contrat social de survie et de vivre par la suite. Cette survie nous a permis un petit peu de dépasser cet aspect colonial. Et par la suite, il y a quand même toute une population pauvre qu'il faut porter à des niveaux décents, à des niveaux de vie décents, à des niveaux, je peux dire, des guillemets, qui permettent à l'individu de jouir de certains services sociaux, notamment la santé. Si je vous donne juste un petit indicateur statistique, en 62, l'espérance de vie d'un Algérien est à peine 50 ans. Et actuellement, j'abonde dans les propos du professeur Belmioub, ces transferts sociaux et toute la machine qui a gravité autour de notre système de santé, nous avons quand même pu gagner presque 30 ans. C'est-à-dire on est actuellement à 77 ans d'espérance de vie, c'est quelque chose de formidable. Il faut dire aussi dans le système scolaire, nous sommes tous issus de ce système scolaire.
Voilà. Et ça nous a permis de suivre des études avec peut-être, pour ne pas dire avec 0 dinar. C'est-à-dire, vous passez à l'école, vous ne payez rien. Et là, ça quand même, nous avons quand même certains indicateurs positifs. Cependant, parler de la subvention au sens comptable, c'est parce que nous sommes en amont de la chose. Je préfère qu'il faut parler du système de subvention, c'est-à-dire de l'aval vers l'amont. C'est-à-dire du processus distributif qui émane de la rente jusqu'à quasiment la personne qui en bénéficie. Et peut-être la vraie réforme, il me semble, la vraie réforme, il faut passer d'un système distributif à un système redistributif. C'est comment améliorer cette caisse qui permet à ces gens-là, n'oublie pas, la pauvreté va rester jusqu'à la fin des temps. Nous créons les pauvres, il y a le système qui génère des pauvres, il y a des systèmes qui laissent de côté des gens. On peut par exemple créer une entreprise pour 40 emplois, et que dans ce village, dans cette localité, il y en a 45, croyez-moi, les 5 vont se retrouver en chômage, et là, vous avez une situation de pauvreté. C'est malgré eux. Et notre système solidaire, ce système de subvention, permettrait à ces gens-là de venir un petit peu, de subvenir à leurs besoins. Maintenant, revenir aux aspects comptables, c'est vrai qu'il faut débattre. Il faut débattre pour trouver les mécanismes d'affectation, sachant qu'on doit passer d'un système hautement égalitaire, et Dieu merci, il a été égalitaire, ça a permis à l'Algérie d'évoluer, à un système quasi équitable. Mais peut-être aussi apporter des critiques. Abdelhamki l'a bien dit, c'est le ministère des Finances qui avoue qu'une catégorie de plus de 3 millions d'habitants devrait être exonérée de la fiscalité car elle touche moins de 10 000 dinars par mois. Là, on est face à un système de subventions payées au dinar fort, et qui pourtant fait qu'en Algérie, il y a des personnes qui sont la dernière enquête sur la pauvreté des ménages remonte, il me semble, si mes souvenirs sont 2006, voilà, on parle de 1 600 000. Oui. Donc, si vous voulez aussi territorialement... 2006, bon, on est d'accord pour dire que... Ça fait 10 ans, c'est une déclaration récente du ministre, il y a à peine une année, sur l'exonération des impôts. Mais en 2006, et l'Office national de statistique estime qu'il y a 5 millions. C'est-à-dire que là, maintenant, il est clair que nous sommes toujours devant une jungle de chiffres en Algérie, contradictoires, mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'on le veuille, même 1 million, il y a un problème. Vous venez de dire que la pauvreté devient logique, c'est normal qu'il y ait des pauvres. Eh ben, je peux vous dire que ça va au contraire de l'idée de Piketty sur les inégalités, qu'aujourd'hui dans le monde, on a les capacités, et dans les pays aussi, les capacités de ne pas avoir de pauvreté, et que c'est pour ça d'ailleurs que les Nations Unies en font un objectif fondamental. Oui. N'essayons pas de... C'est théorique tout ça. C'est pas de la théorie, mais vous êtes un économiste. On parle de l'Algérie. Oui, ben... Si on parle des revenus en Algérie, 60% de l'emploi est dans l'informel, 50%, excusez-moi, dans l'informel. Ah oui. Le ministère des Finances ne voit rien de ce monde. Oui. Ça veut dire 6 millions qui lui échappent totalement. Oui. On ne connaît rien de leurs revenus. Donc il ne faut pas s'aventurer à calculer des chiffres lorsqu'on ne saisit que 50% de l'économie. Ça d'une part. De deux, dans les revenus dont il est question soumis à l'IRG, on n'intègre rien, contrairement aux autres systèmes fiscaux. Pour quelle raison? Les revenus que vous recevez, les transferts ne sont pas imposés, mais c'est des revenus. Vous êtes un économiste, on sait que dans la comptabilité nationale, la balance de paiement, on sait qu'il y a les invisibles. Il y a le revenu des ménages dans la comptabilité nationale. Je parle des individus qui reçoivent un revenu. Dans le revenu, on ne tient compte que du salaire. On n'a pas ajouté tout ce qu'ils reçoivent comme transfert. Les revenus du ménage font partie de la comptabilité nationale. Mais je parle de l'individu lui-même. Oui, de l'individu. Mais non. Même la frange informelle pose quand même problème de visibilité. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une catégorie importante qui, elle, est en activité, mais qui ne se déclare pas. C'est 50%. Pas autant que ça, excusez-moi, pas autant que ça. Parce que si vous prenez la balance de paiement, lorsqu'on parle des fuites de capitaux, comment on va les découvrir? On va les découvrir par la balance de paiement. Mais restons dans les revenus. Vous avez utilisé un indicateur. Mais c'est un revenu. Moi, dans mon revenu, tout ce que je reçois comme transfert n'est pas comptabilisé dans mes revenus. Fiscalement, je ne paye rien sur ces revenus. Je ne paye que sur le salaire nominal. Oui. Il y a une grande différence parce que la part des transferts est considérable en Algérie. Si on ajoute tous les transferts, on va trouver des revenus plus ou moins corrects. L'ONS calculait le revenu moyen algérien. On a trouvé 39 000 dinars.
dinars. Oui, c'est ça. Si vous permettez, monsieur Belmiro. Non, mais c'est juste pour mettre un peu de l'ordre dans le débat, pour ne pas... Si vous permettez, par exemple, je préfère, parce que le mot subvention et transferts sociaux, c'est vraiment mélangé en termes de comptabilité nationale, même si on les mélange, ça garde un petit peu le même sens des idées. Si vous prenez par exemple l'année 2000 et l'année 2017, pour lequel nous avons des chiffres, en 2000, l'Algérien reçoit environ 9 000 dinars de transferts sociaux. Oui. Vous savez qu'en 2017, ça a été multiplié par 5. Il reçoit 38 000. Et entre-temps, même si l'économie a évolué en moyenne de 4%, les subventions ont évolué en moyenne de 11%. Ça fait 3 fois l'évolution. Et si vous avez regardé un petit peu pendant tout ce parcours-là, il y a quand même une certaine quiétude sociale. On a des éléments qui laissent dire que quelque part, cet effet de transfert, il a créé certains équilibres sociaux. Je ne dirais pas que c'est des équilibres permanents, c'est des équilibres durables, mais c'est des équilibres apparents. On n'est pas dans la pérennité, ça c'est certain. Voilà. Et si vous parlez de subventions exponentielles, elles sont relatives à un niveau d'inflation qui, lui, augmente et évidemment à une facture d'importation dont on est toujours dépendant et automatiquement les subventions augmentent. Oui, je voudrais qu'on revienne sur... Je reviens juste sur un aspect pour terminer. Allez-y. Ce n'est pas le volume de subventions qui est inquiétant aujourd'hui. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est la manière d'allouer ces subventions. C'est-à-dire la part des subventions qui va au soutien des prix. Ça fausse tout le raisonnement économique. Notre économie n'est pas une économie de marché. Et nous sommes dans un système mixte où une bonne partie de l'allocation de ressources se fait par ce qu'on appelle système hors marché. Et ça ne produit pas de l'efficacité. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans un système de marché global et justement d'allouer des ressources monétaires à la personne. Il appartient à la personne d'affecter ses revenus en fonction d'usages alternatifs. C'est ça la question. Donc opérer des transferts monétaires au niveau des plutôt que de soutenir les prix, citoyens ou des individus, plutôt que de soutenir les prix. Alors ça fausse le calcul, ça fausse la rationalité. Ça, c'est ça la question, je pense. Justement, la question, elle est là. Précisément, le but du débat, il est là, justement, c'est de commencer à... On y arrive, voilà. Mais je pense que c'était important aussi de dire, voilà, tous les aspects. Il était important de dire que nous avons un manque de visibilité sur la population, les populations nécessiteuses, l'informel n'aide pas. Les subventions ont apporté du bon, ils ont apporté aussi du mauvais. On parlera aussi des implications sur le plan économique aussi, au niveau des entreprises même, le vice est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible de faire? Abdelkrim Boudra, je voudrais vous donner la parole à vous, étant donné que Nebni a fait des propositions. Mais avant de commencer par vos propositions, je voudrais que vous répondiez à ma question, puisqu'on a fini par avoir une idée sur ce que pourrait faire l'État en termes de révision de la subvention, distribuer un chèque aux familles nécessiteuses. Voilà une idée qui a été énoncée. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que c'est faisable, pertinent? Est-ce que c'est un bon début? Alors, on a publié tout un rapport de 60 pages qui est disponible sur le site nebni.org en arabe, en français, avec tout le modèle de simulation des calculs. Donc toutes les personnes peuvent aller regarder et même bidouiller, faire des hypothèses et y travailler. C'est un thème un peu technique, donc les gens soient un peu patients pour le comprendre. C'est-à-dire, le gouvernement a implicitement reconnu qu'il a envie de faire quelque chose. Donc c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade-là. L'approche, et on le dit clairement dans le document qu'on a publié, qu'on a remis au président de la République, au Premier ministre, au ministère, aux partis politiques, on a dit que l'approche qui a été esquissée par le gouvernement est une fausse route. Donc cette approche, et on le démontre dans le document, s'inspire de modèles qui n'ont absolument rien à voir avec l'Algérie pour des tas de raisons, notamment sur le fait que c'est un des programmes qui a accompagné la réduction de la pauvreté, ce n'est pas notre cas, et deux, c'est des pays qui n'ont pas notre tradition égalitariste. Je vais essayer de résumer en 2-3 mots ce vers quoi on a convergé. La première, c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de tout le système de transfert destiné à la population? Non.
Personne ne parle aujourd'hui de réduire les dépenses de la santé, de l'éducation. On ne touche pas. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, ni sérieux de les évoquer. Donc là, je rejoins ce qu'a dit M. Il y a aussi le logement. Hein, alors, attendez, on va discuter du logement. Voilà, c'est-à-dire, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de toucher à l'éducation, à la santé et toutes les tâches régalières. De comprendre alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, il y a les prix, il y a des produits dont les prix sont subventionnés. Le plus gros, c'est l'énergie. Donc, c'est le carburant, c'est l'électricité, c'est le gaz. C'est le plus gros morceau, plus de la moitié. Tu ajoutes de l'eau. L'eau, c'est des subventions explicites qui sont budgétisées, maîtrisées et sont faibles. Donc, le premier poste, c'est celui-là. Le deuxième, c'est le logement. Donc, notamment le logement social. Le troisième, c'est l'alimentaire. Donc, nous avons notamment donc, les céréales, la poudre de lait d'abord, les céréales, l'huile et le sucre. Le sucre est théoriquement subventionné, mais dans les faits, il y a un prix plancher, donc les gens ne revendiquent pas ce prix plancher. Donc, de côté. Nous avons en quatrième position les taux d'intérêt qui sont financés, ça c'est pour les entreprises. Et nous avons enfin en cinquième position tout ce qui est éducation, mais pas le financement d'éducation. Les œuvres scolaires, les bourses, etc. Les rubriques. Donc aujourd'hui, dans le rapport Nebni, encore une fois que je vous invite à consulter, nous proposons... Alors, vous parlez des aspects annexes de subvention à l'éducation, mais pas de la santé. Non, la santé, personne n'en parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de réduire les subventions des prix d'un certain nombre de produits qui posent problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas intérêt à aller toucher à ce que met l'État dans l'éducation ou dans la santé. On met de côté. Donc voilà, on cadre un peu. Pourquoi on fait ça? On fait ça justement parce qu'aujourd'hui, c'est insoutenable dans le montant et dans le rapport de ces dépenses au PIB. C'est énorme. Si on prend que les explicites, c'est-à-dire ceux qui sont intégrés dans le budget de l'État, on est autour de 9-10% de PIB qui est destiné. Si on intègre les implicites, on est plutôt autour de 20-25%. C'est beaucoup d'argent. Aucun pays au monde ne consacre autant d'argent à ça. Et je rejoins M. Belmihoub, c'est très mal fait. C'est une distribution au-delà du montant dont on peut discuter. La distribution est inégalitaire. Les Algériens ne reçoivent pas la même quote-part, ni proportionnellement à leurs revenus. L'Algérien qui gagne des centaines de millions paye le lait, paye le carburant, paye l'électricité. Ça a produit des comportements négatifs, du gaspillage. Omar Bouarzani a dit que le ressenti est bon, c'est-à-dire que les Algériens jusque maintenant ne se sont jamais plaints. Ne prenons pas les Algériens pour ce qu'ils ne sont pas. Non, c'est pas ce qu'a dit Omar. C'est-à-dire, c'est une déduction un peu qui prend les Algériens pour ce qu'ils sont. Les Algériens, si on leur explique clairement de quoi il s'agit, ça m'arrive de le faire dans plusieurs wilayas, croyez-moi, et qu'ils comprennent. Ils comprennent que c'est pas normal que l'argent public aille 6 fois plus qu'à un riche qu'à quelqu'un qui en a besoin. On peut discuter après sur le plan technique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Donc la deuxième idée, c'est celle-là. Et justement, pourquoi on va attaquer à ce problème? Parce qu'on veut maintenir le caractère social de l'État algérien. C'est ça ce que les gens ceux qui nous agitent le bourreau de la peur de la réforme se trompent lourdement. Ceux qui nous disent la situation actuelle, elle est bien. C'est-à-dire les Algériens, ça se passe bien, les gens sont bien, etc. Ça, on leur dit, c'est pas un raisonnement d'économiste, c'est pas un raisonnement de prospectiviste. C'est une tendance qui est aujourd'hui dangereuse. On ne pourra pas soutenir ça. L'oula. Donc, alors, si on ne le fait pas aujourd'hui, comment faut-il faire? Ce qu'on a proposé, c'est d'aller vers les transferts, c'est-à-dire au lieu de faire aujourd'hui un saupoudrage généralisé qui profite de manière inégalitaire aux pauvres et aux riches, on a dit on prend le montant qu'on décidera d'allouer et on va vous expliquer les deux options de Nebni. Il y a une option de ciblage progressif et il y a une option de revenu universel. On prend ce montant et on le donne pour la première option
aux 40% des revenus les plus bas. Donc on décide si les Algériens... Donc pour vous, ils sont identifiables, ces 40%. On va vous expliquer en quoi le gouvernement se trompe et en quoi nous avons une proposition qui évite ce problème. Nous proposons une alternative simple qui est sur une base déclarative, c'est-à-dire les Algériens qui déclarent un revenu au-dessous d'un seuil qu'on a estimé à 60 000 dinars sur la base de toutes les données qu'on a travaillées, recevront ce montant-là pour la première option. Pour la deuxième option, on va faire quelque chose qui est proche de ce qu'on a comme modèle aujourd'hui, c'est le revenu universel, c'est-à-dire qu'on alloue à tous les Algériens ayant un revenu au-dessous d'un certain seuil, donc les plus riches ne vont pas venir le demander, on estime à 90% d'individus qui le réclameraient. Il n'est plus universel alors. Si, il est universel. Là, il est 90%, universel. c'est beaucoup. Si, c'est une option, on va vous l'expliquer si vous voulez bien. C'est-à-dire, on va vous l'expliquer. On va procéder progressivement. Très bien. On met de côté le salaire universel, on va en parler tout à l'heure. Oui. Alors, cette question de déclaration, c'est-à-dire que on pourrait vous proposer en tout cas d'appeler les Algériens à venir déclarer leur salaire et dire voilà, j'ai besoin d'une aide. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Et encore une fois, est-ce que nous avons suffisamment, on peut avoir en tout cas suffisamment confiance et de manière à dire non, pas culturellement, mais est-ce qu'on peut réellement cibler les bonnes personnes pour les aides? Je ne pense pas. Le problème, il est là, justement. Le ciblage, c'est la solution, j'allais dire, idéale. Mais malheureusement, aujourd'hui, notre système d'information ne peut pas permettre une telle approche. Parce qu'on ne connaît pas la société algérienne, on ne connaît pas l'économie algérienne. Parce que là, sur le déclaratif, ça veut dire qu'il faut les croire sur parole. Enfin non, il faut avoir une fiche de paye. Il procède avec une approche assez intelligente. Moi, je félicite Nebni pour l'effort qu'ils font. Je ne partage pas tous les points de vue qu'ils ont abordés, mais ça, c'est autre chose. Ce sont des amis, j'apprécie beaucoup, je les encourage parce qu'ils ont toujours été pionniers, ils ont toujours anticipé sur les crises à venir. Là, je les félicite et je les encourage. Avant de répondre à votre question, juste pour mon ami Abdelkrim, pourquoi tout à l'heure je t'ai soufflé l'eau? Parce que l'eau en Algérie, c'est 60% d'énergie. C'est du gaz qu'on consomme. Ça coûte extrêmement cher. Effectivement, livré au tarif du gaz aujourd'hui, ça ne donne pas beaucoup en termes de coût de production. Et l'eau est quasiment donnée. C'est du gaz. C'est du gaz, l'électricité. Je termine juste. Maintenant, sur la question du ciblage. Aujourd'hui, elle est impossible. Et aller dans cette direction, c'est créer une autre perversion du système. C'est-à-dire, en voulant corriger, etc., on risque de créer d'autres perversions du système. C'est pourquoi l'approche, de mon point de vue, l'approche la plus pragmatique en attendant de mettre en place le système d'information. On l'a demandé depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et malheureusement, il ne se met pas en place. Aujourd'hui, l'approche la plus intéressante, puisqu'on l'a dit depuis tout à l'heure, les subventions de l'énergie représentent 55% du total de subventions. 55 à 60%. C'est énorme. Donc travaillons sur ça principalement, en attendant de mettre de l'ordre sur le reste. Je voudrais juste dire que selon le concept de Nebni, pour la première solution, il est question de pouvoir constituer un recensement progressif. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens vont venir déclarer, venir solliciter. Ça peut être une bonne méthode justement pour pouvoir avoir ce fameux recensement des populations nécessiteuses. Votre point de vue, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer, M. Boisdoni. Ce qu'il aborde, professeur Bluméo, c'est extrêmement important. Vous savez, nous avons fait quelques modèles macroéconométriques qui montrent que la subvention améliore l'efficacité des facteurs. C'est-à-dire, si on veut améliorer le capital et on veut améliorer le travail, ne comptez pas sur le marché à lui seul d'apporter l'efficience et l'efficacité de ces deux facteurs. La subvention devait l'apporter. Je vous donne comme exemple. Nous avons un grand pays. C'est un pays continent tel que beaucoup le déclarent. Si vous faites confiance au marché pour apporter l'efficience pour ces facteurs, vous risquez d'avoir des inégalités. Je termine juste mes propos. Vous risquez d'avoir des inégalités territoriales extrêmement prononcées. Et là, ça va à l'encontre même de l'État-nation. Elle existe déjà. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Alors, je reviens sur juste le point de mon ami Abdelkrim. C'est-à-dire, alliser à ce système-là de remise de chèques, de ciblage,
Cela On ne suppose parle pas de remise de chèque, pas- nous, oui. hein, attention. Le remise de chèque, ça c'est la proposition de l'ex-ministre du Commerce. Voilà. Cela suppose, il parle plutôt cela de suppose combler que, On va tout le expliquer système, ce qu'on veut dire. tout le système qui se trouve en amont, il est saturé. C'est-à-dire qu'on a essayé toutes les combinaisons et qu'on ne peut pas obtenir plus que ça. Et là, je vais intervenir quasiment sur l'aval, dire que tout simplement, je vais faire du sélectif, je vais faire un ciblage orienté équitablement pour dire, monsieur, je peux vous faire comprendre que la subvention, je ne peux pas la donner à tout le monde, je ne peux qu'à la donner à celui-là, essayez de l'accepter équitablement. Mais là, on n'a pas agi sur l'efficacité des facteurs. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple le cas de dessalement de l'eau de mer. C'est vrai que ça nous coûte beaucoup d'énergie et par là beaucoup de subventions et d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des innovations qui pourraient venir en aide à ce système de production d'eau Oui, mais il y a une comptabilité qui non, mais- s'échauffe. On est dans une situation Non, attendez, où parce que on est si pressé, où les si- comptes si sont on négatifs, si on est dans une et où on est en approche train de produire comptable, de l'argent. si on est dans une approche comptable en permanence, on risque d'avoir, avance pas, tout absolument. simplement, on va reprendre le problème autrement. On va tout simplement le déplacer Oui. vers une autre situation, vers un autre horizon temporel. Voilà. Ok. Écoutez, je suis un peu Vous n'êtes pas perdu, rassurez-moi. en Non. diachronie par rapport à ce débat. Je viens de dire qu'il y a, selon les chiffres officiels de l'ONC et du ministère, de l'ONS pardon, et du ministère, il y a des gens, des ménages qui paient pas d'impôts parce qu'ils touchent moins de 10 000 dinars. Quand je dis 10 000 dinars par mois, en fait, il y en a qui touchent que 3 000. Et j'en connais, excusez-moi, je connais bien le territoire du pays. J'ai fait 800 000 kilomètres dans un autre cadre que connaît Karim et que j'ai vu les inégalités de territoire d'une manière terrible, insupportable. Je n'admets pas que vous le dites, ça n'existe pas chez nous, alors vous êtes en train de faire de la politique politicienne là-dessus. Il y a des inégalités terribles dans notre pays et ces inégalités, on le voit. Vous savez, le choc qu'on peut recevoir de voir, par exemple, une vieille dame embrasser un gigot de viande qu'on lui offre pendant l'Eid, le Kbir. Alors, bon, la pauvreté existe, les inégalités existent, que vous soyez des économistes ou des éminents professeurs futurs prix Nobel Il ne faut pas aller d'économie, très loin d'Alger aussi pour les ça trouver, existe. Oui, tout à fait. Je parle de tout le territoire. Oui. Ça existe dans tous les... Maintenant, cibler, pourquoi vais-je chercher à faire des statistiques aujourd'hui? Essayons de répondre à ces gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais comment ils répondent justement? Alors, il y a 3 millions de ménages. C'est une autre question, Abdelhamid. Oui, non, c'est La lutte contre la pauvreté, c'est une autre question. Non. La question de la lutte contre la pauvreté passe également, parce que c'est des gens qui ne consomment même pas, aujourd'hui, qui ne consomment même pas ce qui est subventionné par l'État, qui n'y arrivent pas de ce point de vue-là. Donc, il va falloir répondre à... Les produits sont distribués de la même manière, ils sont vendus au même Et non, prix. il y a On des parle gens... des produits de large consommation. Vous savez, j'en ai rencontré dans le cadre de ma fonction associative, j'ai rencontré des dames qui ne pouvaient pas acheter la semoule facilement parce qu'elle avait un revenu de 3 000 dinars par mois, elle était veuve ou avec des orphelins et elle n'a pas les moyens d'aller. Donc on est en train de parler vous êtes en train de dire que le système de subvention a fait qu'il y ait des pauvres, Exactement. qu'il y a une catégorie de pauvres en Algérie. Alors, mais aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'il faut enlever les subventions. La lutte contre la pauvreté ou la refonte de la subvention, le système est tellement inégalitaire qu'il a fait... Non, c'est pas un autre sujet. Il a fait de la pauvreté. Vous êtes en train de dire qu'il a fait de la pauvreté et il n'arrive pas à la gérer correctement. Je peux vous dire, simplement, puisque j'ai été directeur exécutif de la Forem a tous les jours des centaines de demandes. Il y a des milliers d'orphelins qui sont abandonnés, d'accord? Qui sont abandonnés, pas pris en charge. Vous ne donnez pas des solutions. Et non, il y a des solutions. Des solutions techniques, il nous reste plus. J'ai une solution à propos simplement de ce qui est... Je vais vous la donner. Il y a 1760 milliards de dinars dépensés dans les subventions. Eh bien, si on prend les 3 millions de personnes, on peut leur assurer qu'avec ce montant, entre 30 000 et 43 000 dinars par mois. C'est-à-dire que c'est simplement les remettre dans le circuit économique complètement, d'accord?
Est-ce que c'est ce que vous proposez? Voilà. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Tu parles d'un problème, l'existence de pauvres, de gens à très faible revenu. C'est le dernier décile ou le dernier ou le dernier. Il n'y a aucun problème. Ça existe. S'il y a un problème, mais alors, bon. Oui, il y a des gens qui ont un faible revenu. C'est pas le sujet. Voilà. Ça. Avec tout nos dire respects que les subventions, Abdelhak, on t'a écouté. J'ai essayé de réagir. C'est-à-dire que la subvention a été le facteur qui a créé ça, c'est pas vrai. L'Algérie est en termes d'égalité de revenus, le 14e pays au monde. Sur 156 pays, nous sommes l'un des pays les plus égalitaires. Absolument. On n'a que la Suède, le Danemark. Non, attends. Il y a un coefficient qui s'appelle Gini, qui est... le modèle Gini montre qu'il y a des inégalités nous sommes fortes 14e, dernier chiffre, sur 156 pays. On se voit dans ton bureau, je te montre les derniers. Non, il est public. On va laisser terminer. Alors, d'accord. Donc, nous sommes un pays égalitaire. L'indice de développement humain, si on prend un deuxième indicateur, nous sommes parmi les 10 pays qui se sont le plus améliorés ces derniers temps. Donc, dire que l'Algérie est un pays pire que d'autres est injuste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Non, allez, plus inégalitaire n'est pas vrai. Et c'est justement ça qu'il faut préserver, et je parle aux citoyens. Tout ce qu'on considère comme acquis, même s'il est insuffisant, je peux te le concéder, doit être préservé. Est-ce qu'on le préserve maintenant le statu quo? Le collectif Nebni dit non. Le statu quo, c'est la peste et peut-être certaines mauvaises solutions, c'est le choléra. Nous voulons ni la peste ni le choléra. C'est un vrai débat aussi des élites. Beaucoup de nos élites se trompent en considérant que cette quiétude sociale, qui est un acquis effectivement, qu'on peut garder l'illusion de la maintenir sans réforme. Ça n'existe pas. Il faut qu'on se creuse les ménages. Il n'y a pas de solution qui passe partout. On a fait preuve d'innovation en proposant 2 idées. Les idées sont les suivantes. C'est de dire qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça parce que le poids est 1, lourd, et 2, parce qu'elles sont mal distribuées. Essayons de les distribuer autrement, et si on peut les réduire, faire des économies dans une période de disette, ça serait bien. Qu'est-ce qu'on va dire aux Algériens? On va dire maintenant on a 2 options. Soit vous voulez qu'on consacre cette manne-là aux 40%. Nous pensons qu'il serait dangereux de viser moins de 40%, c'est-à-dire les 40% les revenus les plus faibles. Parce que on soutient le lait, on soutient le pain, on soutient même les catégories. Comment vous allez les cibler? Alors, on va vous dire comment on va les cibler. Donc, tout en étant équitable. Le gouvernement veut utiliser une méthode de ciblage classique, c'est-à-dire celle qui consiste à construire des bases de données et déterminer qui va prendre, qui ne va pas prendre. Nous avons dit c'est dangereux de prendre cette piste qui existe dans d'autres pays au monde et qui n'est pas adaptée. Nous disons, à partir du moment où on arrête une vision, on dit on veut aider les 40% de revenus les plus faibles, on le fait sur une base déclarative. Et là, on accepte 2 risques. Il y a 2 coûts à payer. Le coût de l'inclusion, c'est-à-dire on aura des gens qui n'appartiennent pas à ces 40% qui vont profiter de ça, et on aura un faible taux d'exclusion des plus faux puisqu'on va être juste déclaratif. Il y aura, on estime, quand le programme atteindra son seuil, juste 10% qui seront un peu exclus. Et on va réduire le risque d'inclusion, c'est-à-dire des gens... Et parallèlement, redonner les prix exacts des produits de la consommation. Donc, ou bien est-ce que ça doit être progressif? Progressif, ça va marcher de pair, c'est-à-dire on réduit les subventions sur les prix et on compense les Algériens qui ont le plus besoin. Ça doit fonctionner de pair. Dans le document qu'on a publié, on a proposé quels sont les produits. Il faut étaler ça sur 5 ans. On peut atteindre une vitesse de croisière et on peut aller jusqu'à 10 ans. L'autre solution qui est plus simple, on a proposé 2 options originales qui n'existent pas ailleurs. Le ciblage progressif est une innovation. C'est la première fois que cette idée est sur la table. Il y a des ciblages classiques que le gouvernement suggère et qui sont, de notre point de vue, inadaptés, dangereux. La deuxième idée, c'est le revenu universel. C'est de dire on va donner un montant à l'ensemble des Algériens et les 2 options n'ont pas les mêmes coûts. On veut que ce débat national ait lieu pour qu'ensemble, on essaye de voir est-ce qu'on veut aider
juste ceux qui ont le plus besoin, 40%. Est-ce qu'on veut rester sur quelque chose qui est proche de ce que nous avons actuellement et viser 90% de la population? Et dans les deux scénarios, il est question de revoir ou de réformer les prix bien sûr, de l'énergie, aussi bien que les produits de la consommation. Le carburant en premier lieu, puis ensuite les produits alimentaires, puis ensuite le logement, mais de manière différenciée. On le détaille dans des questions techniques, parce que tout est lié. C'est-à-dire si on touche à ces produits-là, on va impacter la compétitivité. Excusez-moi, je voudrais votre point de vue et on revient vers vous. Oui, alors sur 2 points, juste pour aller... Oui, rapidement, parce que le temps s'égrène. Dans les subventions, l'utilisation des subventions passe par des politiques publiques. Effectivement, on peut rater des cibles parce que les politiques publiques sont mauvaises, mais la dépense a été faite. Si nous avons une mauvaise politique publique en matière de lutte contre la pauvreté, l'argent a été dépensé, mais les pauvres sont là. Oui. Elle passe aussi par les services publics, la qualité des services publics. Si aujourd'hui le problème est posé sur le débat sur les subventions, c'est parce que les services publics sont mal gérés en Algérie, les politiques publiques sont mal élaborées et encore moins évaluées. Ça, c'est les 2 choses qu'il faut dire. Il ne faut pas se cacher. On les a beaucoup entreprises publiques aussi? Non, ça, c'est un autre volet. Les subventions économiques, c'est un autre volet, on peut en parler. Mais restons dans les services publics et les politiques plus publiques. proche du citoyen, effectivement. Voilà. Alors, donc, s'il faut faire une réforme, c'est tout ça. Pas uniquement la question combien reçoit un Algérien, mais, parce qu'il y a une partie qui va rester dans les politiques publiques. On ne va pas tout transférer. L'État ne va pas disparaître. L'État va rester, les services publics vont rester. Donc c'est comment gérer correctement, efficacement, rationnellement les services publics, comment élaborer des politiques publiques de qualité. Ça, on ne l'a pas malheureusement. Deuxième chose, pour rejoindre un peu les propositions de Nebni, mais partiellement, moi je dis, dans les médias, il faut s'intéresser aux postes les plus importants. 55% dans l'énergie. Je vais considérer les carburants n'ont pas besoin d'être subventionnés. C'est ce que nous proposons. Voilà, absolument. Doublement des prix en 5 ans. Actuellement, les subventions sont en train de revenir. Oui, mais on est à 2-3 dinars à chaque loi de finances. Non, on paye le carburant en Algérie à 30 à 40% maximum de son prix, de son coût de production sur le marché international, si on exporte le pétrole. Donc là, les carburants, il faut aller vraiment fort. Il faut aller fort. Il faut rappeler que les carburants, en parlant du gasoil, servent aussi à l'activité industrielle. Oui, mais il n'y a pas que les véhicules. Tout à l'heure, justement, c'est les externalités en économie qui sont indispensables. Et les externalités sont produites justement par les subventions, par les services publics, par les infrastructures. Les aides aux entreprises. Le deuxième élément qui me semble important, sur l'électricité et le gaz domestique, il y a des compteurs. Donc, la consommation est comptabilisée correctement. On sait combien consomme chacun. Ce qui est intéressant de faire rapidement pour gagner justement sur ces postes, c'est des tranches. Aujourd'hui, il y a des tranches. La tranche basse, la première tranche, il faut la garder peut-être au tarif actuel ou l'augmenter légèrement. Mais les tranches supérieures, ceux qui consomment plus, doivent payer plus. Ceci est valable pour l'eau, etc. On calcule quel est le besoin nécessaire pour un foyer en termes de gaz, d'électricité, d'eau, et on établit des tranches, les tranches supérieures, celui qui veut consommer plus, celui qui veut gaspiller. Mais aujourd'hui, c'est déjà appliqué, mais de manière partielle. Plus on consomme et plus on paye. Il faut augmenter la deuxième et la troisième tranche, il faut l'augmenter un peu plus. Et à ce moment-là... Mais faut-il aider en parallèle les ménages? On parlait de ménages qui touchaient 3 000 à 9 000 dinars par mois. Mais ceux-là, ils ne consomment pas beaucoup. C'est la première tranche. Celle-là, elle reste soutenue. Il n'y a pas de problème. Le seul soutien au prix, c'est celui sur l'énergie et l'eau. Parce que nous avons des compteurs. Il n'y a pas de gaspillage. Je prends un exemple et vous allez être étonnés et surpris. Rapidement. Le ticket au restaurant universitaire. 1,20 dinar. C'est une source de gaspillage et de malversation. Combien d'étudiants mangent dans les restos U? On n'a pas 20%. Tous mangent à l'extérieur. Alors que lorsqu'on regarde les dépenses des œuvres universitaires, c'est colossal. C'est le seul pays au monde... Beaucoup de scandales aussi autour des œuvres sociales universitaires. C'est le 1,20 dinar. C'est le 1,20 dinar. Entre autres, il y a aussi les transports. Non, le 1,20 dinar, il a beaucoup de... Aujourd'hui, c'est le seul pays où on a 50% du budget de l'enseignement supérieur va aux œuvres universitaires et 50% à leur formation. Mais c'est ça le problème des subventions actuelles. Et donc aujourd'hui,
Par exemple, les surveys universitaires, on peut cibler. Là, le ciblage est direct. Nous avons 1,5 million d'étudiants. On peut connaître la situation de chaque étudiant et on peut leur donner des bourses correctes. Oui. Et ils payent leurs prestations au tarif du marché. Et c'est gérable. Ça, c'est possible. Monsieur Meki. Écoutez, bon, parce que j'ai l'impression qu'on oublie pourquoi l'État veut, ou en tous les cas le gouvernement agite cette question ces derniers temps. Pour l'instant, bon, ça rentre aussi dans la question... Nous tous qui nous agitons, hein, plus que l'État. ça rentre dans la question des équilibres des comptes. En fait, l'État est devant des difficultés. Hein, c'est normal que l'État... Non, mais attendez. Mais non, laissez-moi évoluer avec ça. En fait, ce que l'on veut, on veut faire des économies, d'accord, mais on le veut faire sur le social. En fait, on reprend une certaine idée très libérale, d'accord, pour dire, bon, voilà, on va casser le système des subventions. Oui. Or, si on donne, par exemple, pourquoi j'ai ciblé ces 3 millions... qui gagnent en dessous de seuil de pauvreté. Si on leur assure, avec les 13 milliards de dollars, on les mis 760 milliards de dinars, si on peut leur assurer les 43 000 dinars par mois, on peut libérer l'ensemble des prix, y compris des hydrocarbures. Mais en même temps, on aurait un gain... Attendez. Et on aurait un gain en impôts. C'est-à-dire que ces mêmes gens... Avec justement les taux, ça serait distributif. 75 milliards de dollars, de dinars rentreront chaque année uniquement sur cette catégorie de gens. Oui. C'est-à-dire que si on veut faire simplement un ciblage pour dire bon, on veut exclure les riches parce qu'ils gagnent beaucoup, ils profitent beaucoup, ils consomment beaucoup, on va à mon avis, droit dans le mur, parce que ce n'est pas la bonne solution. Oui. La solution est de gagner des forces dans le marché actuel de façon... Alors, juste une parenthèse. On a donné un tas de subventions au secteur de l'entreprise. Selon certains calculs, il y a eu 42 milliards qui a été versés depuis 20 ans à peu près dans ce secteur. On a vu pas de production significative. La production intérieure brute n'a pas connu une croissance extraordinaire, etc. PIB, oui. En fait, le système de la subvention est un système qui n'encourage pas à l'activité. Donner un salaire, je suis d'accord avec la question du revenu universel, mais ça pose encore beaucoup plus de problèmes parce que les gens le conçoivent comme idéologique. On l'a vu ce qui s'est passé en Suisse, le peuple qui vote contre, en France où Benoît Hamon n'a pas eu de résultats, etc. Et puis, en fait, techniquement, c'est aussi difficile à faire et à opérer. Donc, il s'agit de savoir, de raisonner quelle serait l'efficacité de telle ou telle autre décision. Ce n'est pas simplement de dire « Ah bon, mais on va cibler ». Oui, si vous permettez, avant que j'aborde dans le même sens, je vais juste relater... Non, il nous reste encore juste quelques minutes. Je voudrais juste que vous réagissiez par rapport à ce qu'a dit Abdelhamid. J'ai vu que vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec sa vision. Et effectivement, je voudrais juste vous poser une question. Personnellement, parmi les gens qui réagissaient à cette thématique... Techniquement, tant que la fonction de production n'a pas atteint son niveau de saturation, nous ne pouvons pas réformer dans les médias notre système de subvention. C'est une fois que tout le système productif il a atteint son niveau. Je m'explique. C'est une fois que le système de production il a atteint son maximum en matière de production, c'est-à-dire on ne peut pas faire... Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je termine. Non, excusez-moi, je parle du système de production. On ne peut pas faire moins que ça. C'est-à-dire, c'est ça nos prix de revient. On ne peut pas faire moins que ça. Ça veut dire quoi? Techniquement, en innovation, en technologie, en organisation, on n'a que ça. Et là, ce que vous dites, ce qu'il dit Lebni, etc., c'est bien de le mettre sur la table et de le discuter. Mais actuellement, je ne connais pas une statistique qui dit que notre système de production il a atteint ses limites. Et le dernier en date, c'est celui de 2016, où l'ONS il affiche quand même que nous avons 60% de capacité de production qui sont juste utilisées. Il en reste 40. Ces 40, si elles sont mobilisées, croyez-moi, les prix vont descendre. Ils vont descendre un peu partout. Oui, enfin... Là, je termine. C'est juste l'expérience que nous avons vécue avec le carburant, il mérite quand même d'être un petit peu explicité. Si nous avons eu 2 augmentations ces 2 dernières années. La première, elle a créé des comportements d'innovation. Il y en a beaucoup qui sont partis pour faire des kits GPL. C'est un comportement. La deuxième, elle a créé un comportement dans le déplacement. Les gens, et on l'a remarqué, dans les réseaux sociaux, on voit ces informations, c'est qu'il y a beaucoup d'Algériens qui évitent de se déplacer beaucoup.
parce qu'ils commencent à compter ce carburant qui pèse un petit peu dans leurs dépenses. Ces deux comportements-là. Donc ils rationalisent leur comportement. Voilà, c'est-à-dire c'est une fois qu'on épuise. Donc une levée de subventions. Non, excusez-moi, c'est une fois qu'on épuise la fonction de consommation et la fonction de production dans le sens de l'efficacité, de l'efficience du comportement. C'est là que la... Donc vous êtes en train de dire que la subvention a été bénéfique finalement, parce que les gens ont changé de comportement, ils consomment moins et puis non, in fine... c'est pas qu'ils consomment moins, ils consomment efficace. Le débat vise mais à là, parler nous n'avons qu'un seul exemple, c'est celui... équitable et non pas égalitaire. Excusez-moi, c'est celui, essentiellement, là on ne parle que du carburant, on n'a pas vu le comportement du consommateur pour les autres produits. Si vous prenez les produits alimentaires, et là je passe sur le contrôle de mon ami professeur Belméo, ce sont des produits inélastiques. C'est-à-dire que la consommation de pain, que vous avez un salaire de 10 000, de 15 000, de 100 000, 200 000 dinars, vous allez consommer plus ou moins la même quantité. Alors, même si vous l'augmentez, les gens vont la consommer. Et là, je pense qu'il faut... Une dernière question pour vous, messieurs, puisqu'il nous reste encore 2 minutes, désolé. Ça va être difficile à faire. Aujourd'hui, on a eu des propositions, on a parlé techniquement ce qui était possible de faire sur le plan de la levée des subventions ou de la révision des subventions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous pensez que c'est le moment ou faut-il encore attendre comme on a attendu? Parce que je rappelle que l'État a commencé à en parler en 2015 de revoir le ciblage des subventions. Aujourd'hui, est-ce que c'est le bon timing? C'est sûr que c'est le bon timing. C'est pas urgent, encore une fois, je dis. Le budget de l'État peut supporter encore à 70 $ le baril, une année ou deux. À 60 68, 70 quand même. Sauf que nous avons une donnée qu'on ne peut pas maîtriser, c'est la démographie. Ça, c'est la donnée la plus importante à laquelle on n'accorde pas beaucoup d'importance. La démographie, les services publics sont directement corrélés avec la démographie. Donc là, il faut travailler sur cette question. Maintenant, sur le plan de la méthode, on ne va pas revenir, nous n'avons pas le système qui nous permet de ciblage direct. Ce qu'il faut peut-être, c'est de monétariser autant que possible la subvention. C'est-à-dire sortir de la logique de subvenir ou de soutenir les prix et aller de plus en plus dans plusieurs segments de l'économie sur un marché réel, un marché effectif pour l'efficacité économique. Sinon, on tourne en rond. C'est-à-dire, en gros, c'est un débat qui ne fait que commencer. Il ne faut pas avoir peur de chercher des solutions innovantes. Le collectif Nebni a proposé 2 idées. Penser qu'on peut ne pas réformer est une grave erreur qui va nous coûter cher. Ça veut dire qu'on va devoir réformer dans la douleur dans quelques années. Nous sommes apparemment d'accord sur le fait qu'il faut maintenir le caractère social de l'État algérien. Nous sommes un pays égalitaire. On ne peut pas du jour au lendemain dire aux gens on casse tout. Nous voulons préserver ce modèle social. Il ne peut pas être préservé en gaspillant autant d'argent. Ce que tu disais, Omar, c'est que justement les subventions des prix de ces produits-là favorisent un certain nombre de comportements négatifs, gaspillage, corruption, détournement. Et on ne peut pas ne pas voir ça. C'est-à-dire, ça c'est des réalités. La différence entre le prix du carburant Algérie-Tunisie double 3 fois 330% avec le Maroc. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de trafic. Ce que nous avons proposé, c'est 2 solutions qui tiennent compte de la réalité des institutions, c'est-à-dire une incapacité à cibler de manière précise. Essayons de le faire de manière simple sur la base de déclarations. Merci Abdelkrim Boudra. En tout cas, ce qui est certain et ce que je pourrais résumer de ce débat, c'est qu'on n'est pas encore totalement d'accord. Faut-il garder les subventions ou faut-il les continuer? Faut-il les réformer ou pas? Je pense que le débat déjà à l'échelle de cette émission est déjà controversé. Quand serait-il à l'échelle d'un pays? Certainement que le sujet sera abordé à nouveau, peut-être techniquement et encore sur sa faisabilité. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous avons été un peu plus longs que d'habitude, mais je pense que le sujet l'a mérité. Pour ceux qui souhaiteraient revoir la rediffusion, vous pouvez la revoir sur notre chaîne samedi matin entre 11h et midi, sinon le replay sur la page officielle de Canal Algérie. Merci, très bonne soirée à tous et on se retrouve jeudi prochain.